Bonsoir, je m'appelle Alexis Béron, je suis informaticien. Voilà, je suis en train de démarrer mon ordi, mais vous inquiétez pas, ça va arriver. Donc je suis informaticien à l'hôpital de Périgueux. Je suis administrateur système réseau sécurité. Je m'occupe en fait de la partie centralisée de l'informatique de l'hôpital de Périgueux et de la sécurité surtout. Donc je crois que c'est plus la peine maintenant de vous faire une piqûre de rappel sur toutes les problématiques de sécurité qu'on peut avoir en informatique, les vols de données, les empreintes d'identité, enfin, voilà. Et surtout sur ce qu'on va dire le cœur de la malveillance qui est la santé, le social, le bancaire, enfin voilà. On tape en général là où ça fait mal et surtout là où ça rapporte. Donc, je suis en train de laisser partir donc en fait, voilà, mon métier, c'est surtout et avant tout de m'occuper de toute cette partie d'informatique, qu'on dira, comme je dis, qui est centralisée sur l'hôpital et qui, normalement, si ça va bien nous le faire, je crois qu'il n'a pas envie. Donc en fait qui est en fait le cœur de métier, là où sont stockées les données. Donc on va parler ce soir, désolé, j'ai du mal à démarrer le contenu. C'est toujours comme ça que ça démarre. Donc surtout le but de ce soir, c'est pas que je vous fasse un cours magistral sur l'intégralité des problématiques d'informatique. Le point de base de ce soir, c'est que vous posiez des questions, que vous corréliez, soit en cohérence par rapport à ce que vous utilisez de l'informatique. C'est-à-dire quelle est votre vie dans le monde numérique, connecté ou Internet. Et surtout dans ce fameux monde cyber, dont on verra la définition si mon ordinateur veut bien me donner le droit de le faire. Derrière la cybermalveillance, il y a la malveillance qui est en général liée à l'utilisation de l'informatique, du numérique, au quotidien. Alors, on va commencer dans la présentation. Déjà, on ne va pas commencer par parler directement des problématiques. On va déjà parler et on va essayer de savoir tous les uns les autres, et moi aussi d'ailleurs, parce que de faire cette présentation, j'ai été obligé moi aussi de prendre un peu de recul pour savoir exactement où je me trouve quand je travaille tous les jours et aussi où je me trouve quand je vis au quotidien avec ce monde connecté. Donc je me suis posé la question de savoir, en fait, finalement, qu'est-ce qu'on est sur la toile, qu'est-ce qu'on est sur Internet, qu'est-ce qu'on est dans ce monde numérique. Alors en fait, j'ai essayé de trouver une définition, il n'y en a pas, parce que c'est quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure, et on va le voir dans la présentation, c'est quelque chose qui s'est construit de façon de facto, comme ça, c'est arrivé dans notre vie, un peu comme un tsunami, comme une vague, comme quelque chose qui nous a poussé, sur laquelle finalement on est obligé d'avancer, et on ne sait pas exactement où ça va, et on ne sait pas non plus exactement d'où ça vient. Donc j'ai essayé de savoir déjà d'où ça venait, un petit bond dans le passé, et puis d'essayer de comprendre aussi comment on peut définir un peu le monde numérique, le monde cyber. Donc c'est ce que j'explique en disant qu'il y a plusieurs définitions plus ou moins adaptées du monde connecté dans lequel on évolue chaque jour. Il n'existe pas une et une seule définition, c'est ce que je viens de vous dire. Dans le cadre de cette présentation, on pourrait rester le plus proche et le plus factuel possible, c'est-à-dire basé sur des faits au quotidien. Le choix se portera sur la définition littérale de deux mots, que sont numérique et cyber. Alors pourquoi ces deux mots-là? Parce qu'en fait, si on regarde finalement la définition de numérique, qu'on entend depuis des années, puisque maintenant ça fait à peu près une trentaine d'années qu'on entend parler du numérique sans savoir exactement, véritablement ce que ça veut dire. C'est devenu finalement quelque chose d'implicite dans notre vie, représentant un peu le monde informatique. Donc dans le langage courant, depuis des années, on parle du numérique, du vote numérique, des plateformes numériques, du numérique responsable, et j'en passe, et il y en a beaucoup de dérivés du numérique. Littéralement, c'est quoi? Ça relève des nombres. Ce qui se fait avec des nombres est représenté par un nombre. Ça, c'est la définition de numérique on va dire dans le quotidien. Et c'est aussi quelque chose qui est évalué ou se traduit en nombre, en quantité, supériorité numérique, par exemple, infériorité numérique. Donc c'est quelque chose qui est réellement logique. Et on parlera réellement de numérique.
de nombres, de chiffres, d'algorithmes, dont on parlera tout à l'heure aussi. Donc dans le domaine de l'informatique et des télécommunications, toujours avec le Larousse, hein, parce que on va essayer de rester un peu dans les normes. Ben, en fait, c'est ce guide la représentation d'informations ou de grandeur physique au moyen de caractères tels que des chiffres, au moyen aussi de signaux à valeur discrète. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire finalement que tout ce que l'on entend par numérique, ça n'est que du codage. On n'invente rien, on code tout. Voilà. C'est-à-dire que finalement, quand on parle de numérique, aussi bien dans la photo, quand on parle de numérique au niveau des ordinateurs, la présentation que je suis en train de vous faire, la façon dont on envoie des messages et dont on les reçoit, tout ça a une logique mathématique, numérique, et qui est démontrable mathématiquement. Voilà. Et c'est quelque chose qui est important à garder dans la tête pour la présentation, on verra après. Donc finalement, le numérique dans le monde informatique représente donc le codage des informations par des chiffres ou autres signes discrets, parce que ça aussi, les machines, elles échangent des informations que vous ne voyez pas quand vous échangez, vous, des informations avec des gens physiques. Permettant son codage, son décodage, sa lecture, son stockage, sa modification et tout ce qu'on fait avec les informations qui sont dans les ordinateurs, dans les téléphones. Voilà comment ça fonctionne finalement. L'appareil qui est devant nous là, et ben en fait finalement ce ne sont que des formules mathématiques qui le font avancer, et c'est de la physique pure. Voilà. Il n'y a rien là-dedans de vivant. C'est ce qui est à comprendre. Donc en fait pour le deuxième, alors ça c'est cyber. Moi je l'ai découvert parce que je me disais comme tout le monde, ben, j'écoute la télé puis on me dit tiens, ah ben je suis allé sur le cyberespace, je suis allé sur le cyber-truc. Moi je me suis dit, cyber, ça doit vouloir dire Internet. Eh bien non, ça vient... Hop là, on va revenir en arrière. Ça vient pas du tout de ça. Cyber, ça vient d'un nom, enfin c'est un mot grec, qui, bien après le mot numérique, donc comme on l'a vu là, qui était dans les années 80, numérique, ça a commencé il y a très longtemps, hein. C'était des geeks qui étaient derrière leur truc, qui tapaient des formules mathématiques dont tout le monde les prenait pour des fous, et finalement maintenant, et tout le monde est devenu pareil. Donc, et qui regroupait à l'époque une poignée de passionnés, donc ce que je vous dis, est sorti le langage de tous les jours, le préfixe cyber, c'est-à-dire qu'on a entendu parler du cyber bien après le numérique. Et qu'est-ce que ça veut dire que cyber? Eh bien en fait, cyber, ça veut dire gouverner. Tout simplement. Et je ne savais pas que cyber, et pourtant je fais de l'informatique depuis 30 ans, je ne savais pas que cyber voulait dire gouverner en grec. Donc en fait, c'est un préfixe qu'on a rajouté, en fait, finalement, à l'utilisation des réseaux, mais des réseaux numériques. Je tiens bien à le dire. Ça reste dans le numérique. Donc en fait, on retrouve Internet, donc les cyberattaques, la cyberboutique, la cyberdépendance, le cyberharcèlement, la cyberpolice, et je peux en mettre autant que j'en veux derrière cyber. Qui veut dire finalement quoi? Ben en fait, le lien entre le monde numérique dont on a parlé, les ordinateurs, les téléphones, tout ce qu'on voit connecté, les cafetières maintenant, les box Internet, puisque la box Internet est quelque chose de physique, c'est aussi un ordinateur. Entre le monde numérique fait de machines informatisées dont on parle, permettant le codage et le décodage d'informations, finalement là, tels que les smartphones, ordinateurs, tablettes, et le monde du cyber est donc le réseau Internet, tout simplement. C'est-à-dire que du numérique, on en a fait du cyber. On est parti de machines qui étaient des machines isolées à l'époque, puisque j'avais mon téléphone, mais finalement sans Internet, un téléphone reste un téléphone. Si je n'ai pas d'informations à afficher dans un navigateur Internet m'affichera ce que j'ai dans ma machine. Maintenant, s'il est cyber quelque chose, ou s'il est rentré dans le monde du cyber, eh bien il est connecté à Internet. Donc il est connecté à d'autres outils numériques. Merci, attendez quand même. Donc il est connecté à d'autres outils numériques que le mien. Voilà. Et donc pourquoi on a mis ce préfixe cyber? Alors j'ai cherché longtemps, hein, mais j'ai rien trouvé. Finalement j'ai trouvé que des définitions un peu, alors j'ai trouvé des trucs par Elon Musk,
J'en ai trouvé j'ai trouvé par plein de gens vachement intelligents qui nous démontrent qu'il faut vraiment y aller. Donc en fait, c'est simplement que tous ces outils numériques reliés les uns aux autres, et on verra après que vous allez avoir des chiffres, je pense, moi ça m'a fait peur, donc je pense que vous aurez un peu cette relation. Là en fait, il fallait les mettre ensemble, et puis il faut les faire fonctionner ensemble, et il faut leur donner un mode de fonctionnement ensemble. Donc il faut les gouverner. Voilà. Donc on les a là simplement implémenté donc le monde cyber et donc le réseau internet, ce moyen de communication relié entre les environnements informatiques que chacun de nous peut utiliser au travers de divers moyens d'échange, voilà, et pour de plus en plus de finalités, donc gouvernant ainsi les terminaux numériques et leur utilisation. Il ne faut pas oublier que chaque téléphone que vous avez dans votre poche, il est cyber quelque chose par Internet. Voilà. Et on va avancer, vous allez comprendre un peu pourquoi on arrive à de la cybermalveillance. Parce qu'il y a aussi de la cyberbienveillance, je vous le dis. Donc dans la vie de tous les jours et dans les pays développés, nous entrons chaque jour dans le cyber-environnement, puisqu'on peut le dire comme ça, dès le réveil. On se lève le matin, on est connecté direct. Le réseau Internet est partout, enfin presque partout. On regarde la télé, maintenant c'est via le réseau Internet. On fait quelque chose, c'est via Internet. On veut discuter avec des gens, c'est via Internet. Le GSM, le téléphone que vous utilisez pour décrocher, vous avez l'impression de parler, c'est du codage informatique. C'est maintenant de la téléphonie over IP, qui est simplement du protocole Internet, c'est-à-dire que tout est codé numériquement pour transférer l'information. Donc, de l'information à la visualisation d'images, l'échange de nouvelles avec des proches, la consultation de notre compte en banque, alors là par contre, je pense que je vais retrouver tout le monde, tout se passe au travers de moyens numériques, au travers d'Internet. Nous sommes donc quasiment en permanence dans le cyberespace mondial. Hop là, on est tout le temps, parce que finalement le cyberespace, comme on le dit là, il est mondial celui-là. Il fait le tour du globe, même au milieu des océans. Et pour beaucoup de finalités, certaines sont incontournables, voire indispensables au dialogue avec certaines institutions de l'État. Donc là, je vais quand même voir avec monsieur le maire pour comprendre, et là je pense que vous pourrez intervenir aussi là-dessus, pour donner un peu peut-être des sources aussi sur pourquoi les institutions de l'État préfèrent passer par du numérique plutôt que par du papier ou par des choses qui étaient anciennes. Donc nous sommes donc sur la toile Internet, le cyberespace, puisque maintenant on parle du cyberespace, vous l'avez bien compris. Donc maintenant c'est des outils numériques sur Internet, on est tous regroupés, on est gouverné par ça, voilà, à la fois acteurs et spectateurs. Voilà ce qu'on est sur Internet. On est des acteurs parce qu'on envoie de l'information. Et on est spectateur parce qu'on reçoit l'information. Donc j'aimerais que vous soyez aussi acteurs pour que je devienne spectateur ce soir. Donc nous sommes en réalité des sources, donc des émetteurs et des fontaines, des récepteurs. On récupère l'information aussi. Des informations à échanger sur les réseaux, qu'elles proviennent d'outils numériques pilotés. Alors là on va avancer d'un cran. C'est-à-dire que le système informatique ne fonctionne pas tout seul. Il faut qu'il soit piloté soit par la main de l'homme ou par des systèmes autonomes. Alors qu'est-ce qu'on appelle des systèmes autonomes? Vous en entendez parler partout, ça s'appelle l'intelligence artificielle. Sauf que l'intelligence artificielle, donc les systèmes soi-disant autonomes, ne sont que des systèmes semi-autonomes. Puisque ces systèmes autonomes sont pilotés par la main de certaines personnes. Mais ça veut dire qu'une personne, avec un système autonome, peut en fait piloter 1 million de personnes et 1 million d'outils numériques, 1 milliard d'outils numériques, et vous verrez qu'on peut même faire encore mieux qu'1 milliard d'outils numériques. Donc finalement, qu'est-ce qu'on est? On envoie de l'information, on la reçoit, on a des outils numériques. Donc vous avez compris que finalement, ça n'est ni plus ni moins que de coder de l'information. Coder de l'information, on peut tous le faire. Il suffit simplement de prendre l'alphabet à l'endroit, à l'envers, changer les lettres, etc. On codera ce qu'on veut. Et chaque personne qui sera dans cette salle comprendra ce que moi j'écris. Elle aura l'information. Maintenant, pourquoi on était petit peu... Pourquoi les gens veulent
qu'on arrive à des réunions comme celle de ce soir, c'est de vous faire comprendre que ce monde-là qu'on vous offre, et celui que vous avez tous les jours, ben finalement, il est à la main d'une poignée de personnes qui sont depuis des années dans ce monde numérique, dans le codage d'informations, qui eux savent exactement ce qui se passe dans le code qu'ils vous donnent tous les jours à utiliser. Voilà. Donc on va continuer. Alors la deuxième partie, je vous dis, celle-là, elle m'a fait peur. Bon, il y a 2-3 trucs, je pense que ça va vous faire rire comme ça m'a fait rire. C'est combien on est sur la toile. Alors, savoir combien on est sur la toile, c'est vachement difficile pour vous comme pour moi de le savoir. Par contre, il y a des gens, eux, ils le savent très bien. Et ils le savent en temps réel. Quand je vous dis en temps réel, c'est quasiment à la microseconde. Combien de gens sont connectés sur la toile au niveau mondial? Par justement ces systèmes d'intelligence artificielle. On parle maintenant aussi de choses que vous avez dû entendre, le fameux Big Brother, le Big Data. Alors qu'est-ce que c'est que le Big Data? Ben justement, ces informations qui sont connectées, et ces informations qui sont numérisées, ben en fait, elles peuvent être stockées quelque part. Et une fois qu'elles sont stockées, elles servent. Parce que chaque micron de bout de disque dur contient de l'information, et cette information peut être utile à quelqu'un. De façon bienveillante ou de façon malveillante. Donc combien on est sur la toile? Ben, en fait, vous pouvez tous y aller, et je vous le conseille d'ailleurs, parce que vous allez découvrir des trucs, mais vous allez mourir de rire, c'est mieux qu'un Monopoly en famille. C'est en fait un court chapitre où on va avoir des tableaux, bon désolé ils sont en anglais parce que ça vient des États-Unis, sur les statistiques temps réel. Donc ils vont nous donner, et j'ai eu des données chiffrées, alors j'ai pris celle de fin 2024, il a fallu que je prépare la présentation, et en fait on va voir quelle est la population de gens qu'il y a sur Internet, donc combien il y a de gens quand je suis connecté sur Internet qui sont finalement avec moi dans mon cyberespace. Parce que c'est ça le truc. C'est quand je suis connecté sur Internet, bah finalement, mon voisin, il peut être à l'autre bout de la Terre. Voilà. Donc ça vient d'un site qui s'appelle We Are Social. J'aime beaucoup le nom. Nous sommes sociaux. Voilà. Donc ça va nous permettre de voir un peu la quantification, mais aussi la répartition et les habitudes. Donc on va regarder ça. Alors, on va regarder. Combien il y a de personnes qui sont connectées sur Internet ou connectables sur Internet dans le monde? Il y en a 8 milliards 200 millions. Voilà. Donc grosso modo, ça représente... je vois pas le date, mais ça représente beaucoup. Voilà. Donc on n'a pas le truc complètement. Donc après, on peut regarder que finalement, quand on se connecte avec notre téléphone, on est en réalité 5,75 milliards à se connecter avec notre téléphone tous les jours. D'accord? Ça représente quand même 70% de la population mondiale. Quand on va utiliser Internet à la maison, on a l'impression qu'on est tout seul derrière sa machine. En réalité, non, on est 5 milliards 500 millions à faire la même chose que ce qu'on fait. Et après, combien il y a de... Alors celle-là, j'ai beaucoup trouvé j'ai trouvé le truc qui est super sympa. Ça, c'est les réseaux sociaux. Quand on se dit, tiens, en fait, en réalité, moi, dans ma vie sociale, sur Internet, j'ai 12 contacts. Non, j'en ai 5 milliards 200 millions. Voilà. Donc en fait, notre fameux cyberespace dont on parlait avant et nos moyens numériques, c'est-à-dire mon petit téléphone que j'ai dans ma poche, mon ordinateur que j'utilise aussi bien au travail tous les jours, on parlait de ça tout à l'heure, pour les secrétaires, pour les gens qui travaillent, finalement dans la journée, on est 5 milliards 200 millions potentiels à cohabiter, parce qu'on cohabite quand même. Les machines sont toutes interconnectées entre elles, c'est fait pour. C'est fait pour. Chaque machine peut dialoguer avec une autre machine. C'est fait pour. La preuve, quand j'ai quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, en Chine, veut m'envoyer un message, il peut le faire. Ça veut dire que sa machine, au travers d'Internet, a pu envoyer quelque chose à la mienne. Donc on est 5 milliards d'eux sur les réseaux sociaux. Donc ça veut dire que
quand j'envoie une information sur un réseau social, mais je l'envoie peut-être sur des copains, alors je peux peut-être la limiter, je peux peut-être tout faire, mais enfin, elle est disponible pour 5 milliards de personnes. Donc tous les ans, là en fait, en 2024, c'était ridicule. On a progressé de 0,9% de la population, on n'a fait que 70 millions de nouveaux abonnements. C'est-à-dire qu'on est déjà quasiment arrivé à saturation du marché de l'Internet mondial. On n'a fait que 2,1% de plus d'abonnements mobiles. On n'a fait que 2,8% de progression sur les abonnements Internet. Et en fait, au niveau des réseaux sociaux, on a juste progressé de 256 millions, ce qui correspond à 5,2%, ce qui est quasiment ridicule. On peut le voir. Sauf qu'à l'échelle de la planète, 256 millions, ça fait plus que du nombre de personnes en France. Voilà. Donc on va continuer juste. Alors celle-là, j'ai trouvé super sympa parce que, en fait, finalement, quand on est sur Internet, on ne sait pas trop comment ça se répartit la population mondiale. Moi, personnellement, quand on me disait où est le Kazakhstan, j'ai un peu de mal à le trouver. Mais bon, je sais à peu près où ça peut se trouver, mais j'ai un petit peu de mal. Donc alors maintenant, quand on me dit, mais où il y a le plus d'internautes, au niveau de la répartition mondiale, quand on voit que dans les Caraïbes, il y a 0,5% de la population mondiale, quand on voit que l'Europe, ici, c'est 2,4%, mais que finalement, si on regarde la Chine, c'est un quart des gens. Donc ça veut dire que les 8 milliards d'eux, ils sont répartis sur ces pourcentages-là. C'est-à-dire que finalement, vous prenez ça, ça vous fait la moitié de la population mondiale. Elle est en Chine. Voilà, en Inde. Donc finalement, quand on se dit que sur Internet, qui on est, combien on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, on va le voir juste après. Pourquoi on utilise Internet? Là, c'est des données chiffrées. C'est-à-dire que les gens, c'est par classe d'âge. Justement, je vous parlais tout à l'heure des informations qui sont stockées au fur et à mesure. Là, vous les avez ici. Elles sont là. Et on connaît votre âge, on connaît votre tranche d'âge, on sait ce que vous regardez et on sait où vous allez. Pas de problème. Les données anonymes, attention, quand je dis que c'est... non, c'est pas ce que le deuxième rang a fait par rapport au troisième rang. Non. On sait par contre totalement cibler une personne d'une certaine tranche d'âge, quelle qu'elle soit dans le monde. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on a 16 ans ou 24 ans sur Internet? En fait, à 62%, on va contacter des amis et de la famille. On va essayer de chercher des informations. On va regarder surtout de la vidéo et des shows, c'est-à-dire des spectacles. On va essayer d'écouter de la musique, mais finalement, vous voyez qu'il y a 55% uniquement. Et puis alors, on arrive là pour l'éducation et les études. Alors il faut savoir que dans les pays développés, ça, c'est bien plus bas. C'est-à-dire que plus vous allez dans des pays développés, plus d'aller chercher des informations sur l'éducation et les études, ça descend. Plus vous allez dans des pays moins développés, plus ça remonte. C'est-à-dire que quand on n'a pas de livre à l'école, on va chercher des choses sur Internet. Après, entre 25 et 34 ans, qu'est-ce qu'on fait? Là, on commence à rentrer dans la bonne tranche d'âge. Parce qu'on la voit ici, c'est de trouver de l'information. Alors, comment on la trouve, cette information? Moi, je ne sais pas, je ne suis pas chez vous. Donc, voilà. Donc, on va sur des sites d'information, on va regarder la télé, on va regarder des vidéos, on va suivre des fils d'actualité, et puis il y en a beaucoup maintenant qui passent par les réseaux sociaux. Après, finalement, on voit que là, ici, quand même, entre 25 et 54 ans, finalement, je reste dans ce qui était un peu dans le 16-24, c'est-à-dire contacter les amis et la famille. Voilà. Après, ici, finalement, on peut regarder que on a toujours les vidéos et les shows. Alors là, ici, on voit qu'on commence déjà plus à regarder ou finalement écouter de la musique, mais plutôt suivre les événements et plutôt suivre des informations, plutôt suivre l'information. On commence à s'imprégner un peu de ce qu'il peut y avoir sur Internet. Et on avance comme ça. Alors je vous laisse regarder, si vous avez besoin que je traduise, n'hésitez pas. Vous pouvez regarder que vous êtes tous, et je suis, catégorisés là-dedans.
Et ces données-là, on nous les donne à nous, rien que pour rigoler, parce que ça, c'est, pour nous, c'est un peu de la rigolade hein, quand on voit ça. C'est-à-dire qu'on se dit, ah bah tiens, ouais, moi je suis comme ça. Non, ces informations-là, elles sont stockées, et ces informations-là, elles servent. Comme on parlait de cyberbienveillance, là, finalement, si j'ai envie d'avoir, si j'ai quelqu'un qui est dans une certaine tranche d'âge, que je veux lui faire plaisir, bah finalement, je vais lui apporter tel ou tel contenu. Je vais essayer de trouver en plus quelque chose de vérace ou de cohérent à son activité. Voilà. Donc, on voit quand même qu'à 65 ans et plus, puisque on est ici, on voit que là, déjà, on cherche des informations, on contacte les amis et la famille, on essaye de trouver comment faire les choses. Alors que là, on le trouve ici. Pourquoi? Parce que finalement, par là, on l'a déjà. Voilà, donc en fait, il y a tout un tableau comme ça, donc je vous engage à aller sur We Are Social, c'est très très bien. Vous verrez, il y en a des dizaines de milliers des tableaux comme ça. Faites-le en famille, c'est plutôt sympa. Ça développe un peu ça développe la culture numérique et Internet de tous les jours. Donc après, on va regarder combien on est en France. Bah ouais, parce qu'on est quand même sur notre petit pays, la France. Hein. Donc on est moins que la progression annuelle du nombre d'Internet. C'est-à-dire que grosso modo, ici, on est 64 millions à peu près. Alors ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, on a 75 millions de connexions de mobiles. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui en ont 1, 2 ou 3. Ça marche très bien. Bon là par contre, on est bien obligé, c'est difficile d'avoir 2 prises internet à la maison, 2 fibres ou autre. Donc on est à 60 millions de personnes qui sont connectées sur internet via du filaire, la box ou autre. Et comment on est arrivé là? Comment on a vendu des box partout? On a donné de la performance internet, on a obligé à passer le téléphone, comme je le disais tout à l'heure, en TOIP, c'est-à-dire en téléphonie over IP, Internet Protocol, et tout le monde a plongé dans ces systèmes-là, puisque de toute façon, il n'y avait plus d'alternative. Et puis combien il y a quand même d'identités sur les réseaux sociaux? Il y en a quand même 50 millions sur 64. Je pense qu'il y en a qui naissent avec une identité sur les réseaux sociaux. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc en fait, on l'a là. On voit quand même qu'ici, il y a quand même une petite baisse d'1,4 million. Alors pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui avaient plusieurs profils sur Internet qui les ont certainement supprimés. Donc voilà. Et comme maintenant on arrive à affiner avec l'intelligence artificielle, à savoir si une personne a 1, 2, 3 ou 4 comptes, on arrive à faire baisser le nombre finalement de comptes réels dans le comptage. Ici on a, mais par contre tout le reste, vous pouvez voir que même si c'est ridicule, on a quand même encore une progression. On continue à vendre de l'abonnement Internet, on continue à vendre du mobile. Donc ça veut dire que finalement, continue à être dépendant du système. Ici, on va regarder un peu comment ça se passe au niveau de la répartition. Donc ici, la population de femmes, désolé, hein, mais vous êtes 51,7%. Voilà. Nous, on n'est que 48,3%, donc on est en infériorité numérique au niveau mondial. Ici, alors, c'est le nombre de décès plus le nombre de naissances. On augmente encore un tout petit peu. L'âge médian, il est à 42 ans, mais pardon, c'est en France, hein, pardon. Donc là, on est à 42 ans d'âge médian en France, c'est-à-dire que les gens ont une quarantaine d'années en moyenne. La population urbaine, elle est aux alentours de 81%, ce qui est énorme. Et puis là, on voit ici que les gens qui savent lire, il y en a 80% aussi, 90%, 99%, pardon. Là, ici, pour les adultes. Et donc ici, la répartition, elle est très exactement la même. Donc il est important aussi de savoir lire pour aller sur Internet. On verra tout à l'heure que le codage d'information et la façon dont on nous amène l'information, finalement, on a besoin de moins en moins de savoir lire. Et c'est bien là où est le problème. C'est-à-dire qu'on rend les gens beaucoup plus dépendants encore
de certains supports qu'on peut avoir. Donc on amène soit de la bienveillance, en se disant que finalement on est capable de promouvoir de l'information, on est capable d'informer les gens par exemple de la vidéo, par des contenus audio, mais on est aussi, on les plombe dans la malveillance parce que finalement c'est aussi des outils qui peuvent être très dangereux et on le sait. Donc là on va quand même regarder un petit truc qui est assez rigolo. C'est en fait le top des websites, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va chercher sur Internet, tout âge confondu. Alors le premier c'est Google. Bah ouais, quand on cherche de l'information, c'est Google. Bon, on passe toujours par le même, hein. Il n'est pas français, hein. C'est pas loupaïs.fr. Désolé de le dire, mais, ou conda.fr. Voilà. Le deuxième, bah, c'est YouTube. Pourquoi? Bah, parce que je vais chercher des contenus vidéo, aussi bien pour savoir ce que je vais faire que pour écouter de la musique, regarder des films, regarder les vidéos de mes copains et autres. Le troisième, celui-là c'est le plus lourd, c'est Facebook. Premier réseau social dans le monde. Et je peux vous dire que là, maintenant, je ne sais même pas pourquoi les gens y vont encore. Parce que le problème de Facebook, c'est que maintenant, une information sur deux est dangereuse. C'est pas qu'elle est fausse, c'est qu'elle est dangereuse. Quelle qu'elle soit. Je vous le dis, moi c'est mon avis. Comment? C'est plus un réseau d'information, c'est un réseau qui est utilisé par une classe d'âge particulière, ouais, et qui s'en sert pour l'usage du contact. C'est publicité sur un petit réseau. C'est pas forcément le site d'information sur lequel on va chercher l'information. Après, c'est peut-être... Oui, enfin, on va dire, c'est pas l'endroit où on va aller chercher de l'information, mais qu'elle soit d'un ami, qu'elle soit d'une connaissance. Parce qu'on sait très bien que finalement, sur les réseaux sociaux, mais j'y suis pas, mais bon, j'ai pas le temps. Donc, si, j'y suis un petit peu, vraiment, mais avec trois contacts, hein, c'est tout ce que j'ai. On sait très bien que finalement, les amis de mes amis sont mes amis, pas automatiquement. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'une information sur deux, voilà, elle est très très compliquée. Ensuite, on a voir anime. Alors voiranime.com, c'est ce qu'on peut faire ce qu'on peut faire au quotidien. Alors c'est surtout pour les urbains plus que pour les c'est plus pour la ville que pour la campagne. Voilà. C'est-à-dire de voir un peu ce qui se passe autour de chez nous, etc. Bon, le cinquième, je ne vais pas vous le traduire. Enfin, il arrive quand même en 5e position. Moi, je ne dirai rien. Je ne dirai rien là-dessus. Je ne dirai rien là-dessus, mais il arrive quand même en 5e position. Et ce que j'ai trouvé vachement bien, c'est que finalement, si on descend, mais là, on ne le voit pas, mais quelque part du côté de la 20e position ici, c'est weather.com. C'est-à-dire que finalement, on est vachement plus intéressé par ça, par savoir quel temps il fait. Hein. Moi, je vous le dis. Moi, perso, je préfère savoir si je vais me tremper ou pas. Moi, je vous le dis. Étant un adepte, plutôt adepte de la randonnée plutôt que d'autres choses, j'avoue que... Donc, on continue. Amazon, site de vente en ligne, qui n'est pas le meilleur non plus. Wikipédia, ouais, enfin un truc qui nous donne des sources, voilà, qui sont un peu contrôlées quand même. C'est pareil, celui-là il arrive à cette place-là parce que c'est le 2e ou 3e lien, voire le premier quand on tape une information sur Google. Donc c'est complet. Bien sûr, parce qu'en fait c'est quand même quelque chose qui avait été monté à l'origine pour être une encyclopédie Internet. Donc, et il continue à vouloir garder ce système et cette volonté de rester, parce que après c'est ce qu'il faut comprendre finalement de ce fameux cyber, c'est qu'il y a cette volonté de rester gratuit, de rester contrôlable, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui contrôlent tout ça. Pourquoi je vous parlais de Facebook tout à l'heure en vous disant qu'il y avait un problème? Je vais juste faire une petite parenthèse rapide et après on passera à autre chose. Mais
Si vous écoutez les informations, c'est que ça fait, comme je vous dis, des années que je suis dans le numérique, j'ai plein de gens qui viennent me voir dans mon bureau toute la journée, je travaille dans un hôpital, il y a 2800 personnes qui y travaillent, et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui viennent nous poser des questions. Quand vous écoutiez la télé, il y a encore les informations, il y a encore quelques temps, on vous parlait de quelque chose qui s'appelait des modérateurs. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, on a fait fermer des comptes. Parce que les modérateurs étaient là, sur les réseaux sociaux, pour dire qu'il y avait des choses qui n'étaient pas convenables, compatibles, ou qui n'étaient pas portables. Et il y a des gens qu'on trouvait très bien de dire « Mais pourquoi on me demande de me taire? J'ai tellement d'argent, vous inquiétez pas, moi, mon réseau social, je vais me le créer. Et je dirai ce que je veux dessus. Et les gens viendront me voir. » Résultat, qu'est-ce qui a disparu du réseau social type Facebook? C'est cette méthode de modération. Et on en entend de moins en moins parler. Voilà. On entend quand même beaucoup moins le fait de modérer certaines choses. Voilà. Et on continue à avancer. Donc après, on peut continuer. À 11e, j'ai quand même Le Bon Coin. C'est quand même plutôt sympa. Après, j'ai Instagram, j'ai Yahoo, Twitter. Bon, j'en retrouve un. Le Monde, quand même, hein, faut s'instruire quand même. Hein. Et puis TikTok est là, alors que finalement, il pourrait être là, normalement, TikTok. Et pourtant, il n'est que 18e. Et là, on s'occupe quand même un peu de sport de temps en temps. Donc on a l'équipe. Donc voilà, le comportement des internautes en France et dans le monde, avec plus de 8 milliards d'internautes dans le monde en 2024, le numérique et les cyberactivités jouent un rôle central dans nos vies quotidiennes, puisqu'on y passe du temps quand même. En France, 93% de la population est connectée avec un usage intensif des réseaux sociaux, du commerce en ligne et des plateformes de streaming. Et encore, c'est pas le pire. Globalement, les internautes passent en moyenne 6 à 7 heures par jour en ligne, un chiffre en constante augmentation. Ça augmente. Comme on l'a vu tout à l'heure, les chiffres ne font qu'augmenter. Donc c'est 6 à 7 heures. Cependant, l'hyperconnectivité, puisque maintenant on peut commencer à parler de plus de connectivité, de connexion, de déconnexion, enfin il y a plein de gens qui parlaient de toutes ces choses-là, en fait l'hyperconnectivité maintenant s'accompagne de nouveaux défis. Et on va y arriver. Une exposition croissante aux cybermenaces, puisque je suis 6 à 7 heures sur un réseau, sur le réseau internet, je prendrai ma voiture 6 à 7 heures pour rouler en voiture, finalement je serai exposé aux accidents de la route, ce qui est normal. Une diffusion massive de fausses informations, et un impact écologique du numérique aussi, ça, il faut quand même en parler. C'est quelque chose qui me touche énormément. On essaye de faire du biodesign, on essaye de faire de l'éco-design des systèmes informatiques, mais ça consomme une électricité phénoménale, on en parlait il y a 4 ou 5 ans. À l'époque, ça consomme des centrales nucléaires pleines. Voilà. De faire du numérique, ça coûte de l'énergie. Voilà. Et ça en coûte beaucoup. Et on ne s'en rend pas compte parce qu'on pose notre ordinateur, parce qu'on est intéressé par ce qu'on va faire, mais tout l'impact écologique qui est derrière, on n'y pense pas automatiquement. Donc, comprendre et adopter des comportements responsables en ligne est devenu un enjeu crucial pour les individus et la société. C'est-à-dire qu'il va falloir maintenant passer à une autre étape, qui est celle de ne plus arriver sur le monde numérique comme on l'avait avant. Et pourquoi? Parce que ce monde numérique, finalement, comme je l'expliquais, dans les années 80, c'était des gens qui étaient derrière un ordinateur, qui développaient. À l'époque, c'était réservé à des flux financiers. On travaillait beaucoup la finance avec l'informatique, on a travaillé la géographie, la cartographie, on a travaillé beaucoup de choses, on a numérisé énormément de choses, mis à disposition, mais ça restait du professionnel et accessible à une certaine catégorie de personnes. Et au fur et à mesure, on a commencé à rentrer dans ce système. On parlait tout à l'heure de Google, je suis tout à fait d'accord avec vous, pour Google sur cette partie finalement d'échange entre les gens. Je suis tout à fait d'accord. Google était quelque chose qui était prévu pour 250 millions d'Américains, pas pour 8 milliards 200 millions de personnes. Ou 5 milliards. Je ne sais combien il y a de comptes Google. Ça n'était pas fait pour tout ça. Voilà. Ça s'est adapté, ça bouge, c'est en constante mouvance,
et ça avance de jour en jour. Donc il faut arriver à suivre cette mouvance et à savoir si elle nous correspond ou pas. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a à comprendre et à adopter des comportements. C'est-à-dire que c'est à nous de choisir ce qu'on va voir. C'est à nous d'être proactifs pour savoir quel est l'intérêt du numérique par rapport donc à la virtualisation de notre vie, par rapport à un apport physique de connaissances. On se rend compte aussi que les gens lisent de plus en plus de livres. Pourquoi? Personnellement, j'en sais rien. Peut-être pour se déconnecter du système Internet. On a énormément de gens qui reviennent à la presse papier. Pourquoi? Peut-être pour se déconnecter d'Internet. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se modifier et beaucoup de choses sont en train d'avancer. Donc on va attaquer la cybermalveillance, on va commencer à en parler. Maintenant qu'on a parlé, enfin j'ai parlé, parce que vous, pas beaucoup, et pourtant je vous avais demandé de le faire, entre guillemets, mais on va commencer à parler de la malveillance. Comme je vous ai dit, il y a de la bienveillance aussi sur Internet, pas l'oublier. Il y a beaucoup de gens bien sur Internet. Sur les 8 milliards d'eux, il y en a peut-être 80%, 90%, 95%. Je ne sais pas, personnellement. Là, il n'y a pas les stats. Mais on peut les avoir, si on veut. Mais bon. Donc, par contre, ce qu'il faut, c'est commencer aussi à se dire que dans ce monde bienveillant, il y a aussi des gens malveillants. Voilà. Et que, comme je le disais tout à l'heure, à la mairie, il y a des trucs super, quoi. Moi, personnellement, j'arrête pas, j'adore mon boulot et je bosse. C'est vrai que le vendredi soir, je sors mon téléphone, je me dis j'ai envie d'aller à Lacanau là-bas. Hop, je tape hôtel Lacanau, j'appuie c'est réservé, je prends ma voiture, j'arrive, je pose mes bagages dans la chambre et je vais dormir au bord de l'eau. Il y a encore 10 ou 15 ans, il fallait réserver par téléphone. Si la standardiste voulait bien décrocher après 19h30, là je m'en fous, je peux réserver à 2h du matin si j'en ai envie. C'est vrai que c'est super bienveillant. On a des projets à moult foisons. J'ai besoin d'avoir des informations sur ce que fait la ville de Condat pour faire des randonnées, pour des activités X ou Y, pour savoir quels sont les programmes, le programme social, culturel d'une ville, etc. Tout est centralisé sur ce système. C'est bienveillant, c'est génial, finalement. Malheureusement, pas que des gens qui veulent du bien. Donc on est obligé à un moment donné de penser que quand on est bien, il y a des gens qui, eux, ne nous veulent pas du bien. Donc en fait, là, ici, on va essayer de lister un peu toutes les malveillances auxquelles on est exposé sur le cyberespace. Avec tout ce que je viens de vous dire, vous avez compris que finalement, on est vraiment exposé à beaucoup de choses. Parce qu'on est vraiment sur un monde, personnellement, même des professionnels qui sont dans le système depuis 30 ans, comme je peux l'être, il y a des choses qu'on ne sait pas et qu'on ne saura jamais. Parce que je ne sais pas quelles sont les structures de réseau en Chine, je ne sais pas quels sont les droits et la façon dont on utilise les réseaux sociaux en Chine, Japon, voilà, en Russie. Je ne sais pas. Et il y a des choses, justement, pourquoi on parle de cette malveillance, là, ici, enfin, les malveillances, c'est parce que, justement, il y a des choses que l'on ne sait pas. Donc, je disais tout à l'heure, il y a des gens qui sont à côté de nous, sur Internet, que l'on ne connaît pas. Et quand on se connecte, on s'ouvre à être à leur côté. Donc, en général, à 99,9%, chacune des malveillances a pour but de récupérer ou utiliser des données, des identités au travers d'Internet, à des fins criminelles ou hostiles à votre rencontre. En général. Alors, hostile à votre rencontre, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être justement l'usurpation sur les réseaux sociaux, ça peut être beaucoup. Vous avez une collègue de travail qui est jalouse parce que vous avez le dernier pantalon à la mode, elle peut faire circuler n'importe quoi sur n'importe quel réseau sans que personne ne sache rien. Pour l'instant. Je le dis bien. Donc en fait, la première des catégories, c'est celle qui est la plus simple à comprendre. C'est celle qui est liée en fait au logiciel malveillant. Puisque dans un ordinateur, je vous ai expliqué que finalement c'était du codage, que c'était des programmes, que c'était des algorithmes, que c'était de la logique et des mathématiques. Et en fait, c'est pour faire tourner finalement des boucles mathématiques sur un ordinateur qui s'appelle des programmes.
Un programme, c'est quoi? Je rentre une information, elle est transformée suivant un modèle type, et elle me ressort sous une autre valeur. Voilà. Donc, finalement, j'ai besoin d'avoir des programmes dans un ordinateur, j'ai besoin d'avoir un programme pour lire des mails, j'ai besoin d'un programme pour aller sur Internet, j'ai besoin d'un programme pour faire fonctionner le lecteur de la caméra, j'ai besoin d'un programme, il y en a beaucoup des programmes. Et les programmes, en fait, c'est un peu comme des choses qu'on achète. On va acheter le pain chez le boulanger, on va acheter la viande chez le boucher. Mais on peut aussi aller dans des supermarchés où il y a du pain et où il y a de la viande. Et tout est regroupé au même endroit. Donc en fait, comment ça marche, le système d'envoyer des faux et envoyer des virus? En fait, c'est des programmes qui sont conçus pour se propager et perturber le fonctionnement des ordinateurs. Alors le problème d'un virus, c'est que c'est un peu comme nous. Le premier qui chope la grippe, il va la donner à toute la salle. Voilà. Donc le problème, c'est que le programme, il ne faut pas qu'il rentre quelque part, sinon il se diffusera après. Voilà. En général, c'est comme ça. Et comment on va chercher un virus? Justement, en allant chercher de la viande chez le boulanger. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on va télécharger un programme qui va être lié à je ne sais quel... je sais pas, j'achète une télévision Panasonic, je vais aller sur le site de Panasonic chercher mon programme. Et celui qui va être malveillant, qu'est-ce qu'il va faire? Quand je vais taper Panasonic et l'écran, va me proposer un autre site que Panasonic, avec un programme qui va ressembler à celui de Panasonic, mais qui ne sera pas le logiciel de Panasonic. Il remplira aussi toutes les fonctionnalités dont j'ai besoin, sauf qu'à l'intérieur, je peux lui glisser n'importe quel code qui ne va pas être logique avec le programme en question. C'est-à-dire faire des captures d'écran, récupérer des informations, parce qu'en fait, la machine, quand on sait la programmer, on peut lui faire n'importe quelle fonction. Enfin, on peut lui donner n'importe quelle fonction. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle plus ou moins les virus. C'est-à-dire perturber le fonctionnement de la machine par un programme. Après, il y a les trojans. Alors ça, c'est les chevaux de Troie, vous en avez tous entendu parler. Qu'est-ce que c'est qu'un cheval de Troie? C'est quelque chose qui va aller chercher, comme le cheval de Troie, et va pousser, et une fois qu'il est rentré, va se diffuser. Et il va se diffuser comment? Au travers d'Internet, au travers des passerelles, au travers de l'échange d'informations, au travers de beaucoup de choses. C'est ça, un cheval de Troie. Après, vous avez les ransomware. Vous en avez un là d'ailleurs, parce que je vous signale que pour décrypter vos téléphones, comme dit Stéphane Roulier, il va falloir que vous donniez des sous pour qu'on vous donne le code. C'est ça un ransomware. C'est-à-dire qu'en fait, je vous crypte vos informations sur votre machine, j'y mets un code, et je vous dis, si vous voulez lire vos informations, vous me donnez des sous. Bon, les trois quarts des ransomware, c'est pas vrai. C'est-à-dire que le gars vous crypte les données, mais c'est tellement bien crypté que même avec le code, vous n'arriverez pas à les décrypter. Donc vous allez payer, mais vous n'aurez jamais le code. Voilà. C'était au début, quand il y avait des mecs super bons, qui étaient très très forts en crypto, qui arrivaient à crypter des données, et ils vous donnaient un code comme ça, et avec ce code-là, vous arriviez à décrypter. Seulement bon, venant du Togo, du Bangladesh ou autre, on a trouvé vachement plus facile de générer un numéro n'importe comment, de le crypter, parce qu'on a récupéré ça sur Internet, et en fait, vous payez, et le code ne vous sert à rien. Voilà. Donc, ça, en fait, ça vous bloque l'accès aux fichiers, au système, jusqu'au paiement d'une rançon. C'est-à-dire qu'on vous fait un peu du shampoing. Après, il y a les spyware. Alors ça, c'est génial, parce que finalement, ce que je vous ai montré sur Internet, où on vous regarde l'intégralité de ce que vous faites sur Internet, vous avez aussi ça. C'est des logiciels espions qui viennent se mettre dans des programmes et qui récupèrent, en fait, toute votre activité. C'est-à-dire qu'ils vont faire des captures d'écran, hop là, et puis ils l'envoient quelque part. Ils vont récupérer toutes les frappes clavier. Alors ça, c'était les keyloggers, c'était un truc à une époque, on rigolait avec ça. C'est quand nous, informaticiens, on rigolait avec ça parce qu'on se les mettait les uns sur les autres, sur les PC pour rigoler. Mais en fait, ça récupérait toutes les frappes clavier. Et ça vous envoie un fichier texte avec toutes les frappes clavier dedans. Voilà. Donc ça, ça peut faire partie de ces logiciels spyware. Après, il y a les adware. Alors les adware, c'est quoi? Parce que quand vous êtes sur Internet ou vous utilisez votre machine, vous avez des notifications en permanence qui arrivent sur Internet, machin.
Bon, ça c'est de la publicité qu'on va dire semi-officielle. C'est-à-dire que vous allez sur un site marchand, on va vous faire de la pub. Voilà. Bon, bah il y en a certains, cette pub-là, elle n'est pas bonne. Voilà. Donc si vous cliquez sur le lien, bah, vous allez vous retrouver sur un site frauduleux. Voilà. Alors, les trois quarts, ils arrivent quand même à glisser de la pub malveillante dans de la pub bienveillante, parce que sinon, ce serait trop facile. Voilà. C'est-à-dire que vous allez avoir la pub pour laredoute.fr et vous allez avoir la pub pour laredoute, mais avec 2 o.fr. Voilà. Donc là-dessus, ça, c'est ce qu'on appelle le adware. Donc là, ça, c'est tout ce qui est lié au logiciel malveillant. Jusque-là, vous avez quand même des solutions, on les verra après, qui sont quand même assez simples, parce que c'est la base, en fait, de la cybercriminalité. C'est comme ça que ça a démarré, on a commencé par fabriquer des virus. Le deuxième, alors là, celui-là, c'est le meilleur. On s'accroche. C'est en fait tout ce qui est phishing et arnaque en ligne. Alors, qu'est-ce que c'est que le phishing? Ben, le phishing, c'est un email ou un message usurpant d'entités légitimes des banques ou des entreprises pour voler des informations, mot de passe, numéro de carte. C'est les fameux mails qu'on reçoit. Bonjour, votre banque vous demande de bien vouloir vous connecter, machin. On met un truc, et il y en a certains qui sont vachement bien faits, on met un lien vers un site de votre banque avec une interface qui ressemble à votre banque, et quand vous tapez ces coordonnées, elles tombent dans un serveur malveillant qui lui les récupère et va les revendre derrière. Parce que les trois quarts, c'est du double business. C'est-à-dire qu'on ne récupère pas l'information comme ça, on la revend. On revend. Ces informations-là valent de l'argent. Numéro de carte bleue, plein de choses valent de l'argent. Ça vaut de l'argent. Le spear phishing, qu'est-ce que c'est? C'est un peu la même chose que le phishing, mais un peu différent. Parce que là, c'est ciblé. C'est-à-dire qu'on sait une personne, on a récupéré assez d'informations sur elle pour pouvoir la cibler facilement. On connaît ses coordonnées bancaires, ses habitudes, les sites sur lesquels elle va, où elle achète en ligne, etc., etc. Donc on va lui cibler des emails sur lesquels on va maximiser le potentiel de pouvoir récupérer le plus d'informations sur elle, et surtout des informations secrètes. Mot de passe, numéro de carte, numéro de sécu, etc., etc. Donc ça va être le spear phishing. Et ça, nous, niveau hospitalier, on est en permanence attaqué par du spear phishing. Parce que les gens, c'est super simple de trouver des adresses email de gens qui travaillent dans un hôpital ou qui travaillent dans une institution, etc. C'est super facile de trouver ces informations. Après, vous avez le phishing et le smishing, pardon. C'est les fameuses arnaques par appel téléphonique ou SMS frauduleux. Celles-là, on les connaît tous. On les a tous. Les fameux SMS, connectez-vous machin, ou alors, oh je suis maman, je suis en panne à tel endroit. Voilà, c'est pas la peine de m'appeler, mais par contre, tu peux envoyer 50 balles par... Donc voilà, ça c'est assez souvent. Alors là, on va s'adresser aux 52% de femmes, parce que les hommes, c'est pas trop. Hein. C'est les arnaques sentimentales. Et ça marche, mais alors. Arnaque sentimentale. Et ça ne marche pas qu'avec les femmes. Ça a beaucoup marché avec les femmes. Et ça marche aussi beaucoup avec les hommes. Oui, il y a 47%. Ouais, voilà. Ça peut. On n'est pas loin, 52%. Non, en fait, ça marche très bien, l'arnaque sentimentale. Alors, vous allez me dire que l'arnaque sentimentale, c'est uniquement que pour les femmes qui cherchent à avoir un petit copain. Ben non. C'est aussi maintenant, avec les cagnottes en ligne, d'aller dire, ah bah tiens, la pauvre personne là qui est dans le coin, machin, on va l'aider, etc. Ça aussi, ça marche. Le sentiment, c'est pas uniquement que le sentiment amoureux. C'est aussi toute la partie empathique, comme on parlait tout à l'heure, de la bienveillance d'Internet. Il y a aussi la malveillance d'utiliser l'empathie des gens. Donc vous avez ces fameuses arnaques sentimentales. Ben, en fait, c'est des manipulations via des sites de rencontres pour extorquer de l'argent. Donc on peut aller sur des sites de rencontres, on peut aller... Maintenant, c'est dans tous les domaines. Vous recevez des mails, vous recevez des... Il y a énormément de choses, justement, comme on dit, les cagnottes en ligne, etc. Vous avez énormément de choses pour exploiter l'empathie et l'affect des gens. Et c'est ce qui est, personnellement, et ça restera que personnel, il n'y a que moi qui le dis, ça, c'est quelque chose qui est vraiment terrible. Terrible pour la société pour l'instant. Parce que les gens ont vraiment plus envie d'être gentils.
ou de moins en moins, ou se protègent de plus en plus. Voilà. Donc là, pareil, on verra comment on peut s'en protéger. Et puis, il y a les faux sites web, alors ça, c'est assez fréquent. Alors faites bien attention, en général, vous devez avoir le HTTPS, le petit cadenas, que ça soit bien l'orthographe du nom, que ça soit bien le site référencé sur 2 navigateurs ou 2 outils de recherche différents, etc. Vous avez quand même des moyens, mais attention aux faux sites web, ça existe, et il y en a plein qui sont hébergés. Après, il y a le piratage informatique. Alors là, attention, c'est quand même là, on commence à rentrer dans du sérieux. C'est-à-dire que là, il y a des gens derrière, il y a des pirates. Là, il y a des gens qui veulent attaquer de la donnée. Alors, je vous rassure tout de suite, comme on l'a toujours dit, quelqu'un qui veut rentrer chez vous, il rentrera. Si quel qu'en soit les moyens à mettre en face, il est capable de les mettre, il rentrera. Vous ayez une porte blindée, des douves ou quoi que ce soit, il finira par rentrer chez vous. Si vraiment il le veut, il le fera. Donc, voilà. Ça, c'est le problème du piratage informatique. C'est que vous avez donc des moyens qui sont, par exemple, le brute force. Le brute force, c'est quoi? C'est en fait, pour avoir un mot de passe, par exemple, je vais prendre un mot de passe à 2 chiffres. Comme ça, ça va être le plus simple. Je vais vous le mettre là. Pour deviner un mot de passe à 2 chiffres. Bon, ce qui n'est pas le cas. C'est pour ça qu'on vous dit d'ailleurs de bien faire attention à certaines choses. Je vais prendre par exemple, allez, hop, le 87. Ça, c'est mon code, c'est mon mot de passe. Qu'est-ce que ça va être le brute force? Eh bien, je vais prendre l'identifiant de la personne, par exemple pour moi AB, et je vais lui faire des tentatives de connexion en commençant par 0, 1. Et j'incrémente jusqu'à 87 où, ping, ça va m'ouvrir la porte. Voilà. Donc là-dessus, c'est pour ça, et on le verra après, de bien faire attention à vos mots de passe, de mettre des arrobases. Alors pourquoi on met des arrobases? Parce que c'est des codes qui sont complexes. C'est-à-dire qu'il faut des milliards de tentatives pour arriver à casser un code spécial, point d'exclamation, etc. Parce que c'est des codes qui sont compliqués. On parlait tout à l'heure du numérique et du codage. Il y a quand même des gens qui savent qu'un arrobase, c'est compliqué à coder. Donc c'est compliqué à deviner. Voilà. Donc c'est pour ça que le brute force, en fait, voilà, c'est des tentatives automatiques de deviner les mots de passe. Après, vous pouvez l'avoir en format aléatoire, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'on vous bloque automatiquement sur votre banque. Ce qui m'agace fortement, parce que les 3/4 du temps, j'ai oublié mon code, où on me dit, vous avez fait 3 tentatives. Et il y a des fois même, vous ne les avez pas fait, mais vous arrivez, on vous dit, votre code est bloqué. Ah, il y a quand même quelqu'un qui a essayé de me le deviner. Donc ça veut dire que le AB, il le connaît. Voilà. Donc ça, c'est le brute force. Je vais attaquer. Je vais taper. Exploitation de failles. Finalement, tout comme je vous l'ai expliqué, c'est du codage numérique. Donc le codage numérique, quand je fais du codage, moi, même si je veux protéger mon système, il y aura toujours une faille. Quelle qu'elle soit, il y aura une faille dans mon système, c'est une obligation. Les systèmes sans faille n'existent pas. Donc là, on va exploiter la faille et puis on va utiliser la vulnérabilité du logiciel pour accéder au système. Si par exemple, j'ai un mot de passe qui est en clair au lieu d'être crypté, avec des petites billes ou des petits astérix, je vais récupérer ce truc en clair et puis c'est génial, je peux me connecter. Ça peut être une faille, par exemple. Le défacement, alors ça c'est un peu plus compliqué. C'est la modification malveillante de sites web pour afficher des messages ou dégrader l'image d'une organisation. Le défacement, là on est un peu comme l'arnaque sentimentale. C'est-à-dire que je vais utiliser, les pirates vont être payés ou gagner de l'argent, en fait à dire attention, je vais vous pourrir la vie. Et je vais pourrir votre réputation, et je vais vous pourrir. Et ça marche. Et donc, on va attaquer les sites web de certaines personnes en affichant des informations qui ne sont pas bonnes, des mauvais prix, des mauvais codes, empêcher le bon fonctionnement d'un site web, par exemple. Ou afficher des systèmes qui ne vont pas être bons. Les rootkits, ça, c'est des petits logiciels qui permettent un contrôle furtif des systèmes informatiques. Je prends la main sur une machine, personne ne s'est rendu compte de rien.
je vais récupérer le clavier, l'écran, machin, et puis une fois que c'est fait, hop, la personne, elle s'en va, elle laisse son ordinateur allumé sans fermer sa session, et je peux aller où je veux. Les keyloggers, je vous en parlais tout à l'heure, les captures de frappe clavier pour voler des mots de passe et autres données sensibles. Ça existe aussi. C'est-à-dire que je peux télécharger un logiciel qui me fait ça sur ma machine. Donc d'où l'intérêt d'en parler et surtout d'y faire attention. Alors j'ai moins de chances de choper un keylogger en allant chez Panasonic que de choper un keylogger en allant demander à quelqu'un sur un réseau social quel est le bon logiciel à mettre pour avoir mon Panasonic. Voilà. On parlera tout à l'heure aussi des choses comme ça. Alors l'ingénierie sociale, c'est quoi l'ingénierie sociale? On en parle depuis tout à l'heure. L'ingénierie, c'est simplement de produire des plans, des formes maquettées ou des choses comme ça. Normalement, c'est un mot technique, l'ingénierie. On fait l'ingénierie d'une voiture, on fait l'ingénierie d'un bâtiment, on fait l'ingénierie. C'est-à-dire on prépare des plans et on étudie en fait beaucoup de choses. Et c'est technique en général. Et bien là, c'est l'ingénierie sociale. Donc qu'est-ce qu'on a derrière cette ingénierie sociale? De la récupération de données au maximum. Donc là, il y a la manipulation psychologique. On peut tromper des utilisateurs pour qu'ils divulguent volontairement des informations confidentielles. Votre voisin, il dit de vous que vous êtes je sais pas quoi, enfin, je sais pas, vous hurlez le soir. C'est pas vrai, c'est lui. Allez, pouf, c'est parti. Et puis j'en balance autant que j'en veux. Ça, c'est de la manipulation psychologique. Un faux support technique. Il y a quelqu'un qui m'envoie, je vais sur un faux site web ou un mauvais site web, je ne vais pas recevoir mon colis que j'ai commandé, je vais téléphoner à un support technique qui est noté sur le site, et là j'ai le gars qui me dit, ah ouais mais attendez, Donald Trump il a mis 25% de droits de douane. Donc vous allez me payer les 25%. Et vous ne recevrez pas le colis. Vous avez nombre de systèmes logistiques, pour l'instant, qui sont en ce moment attaqués. Vous avez la lettre comme quoi votre colis va être livré à partir du moment où vous avez fait la commande. Et 2 jours après, vous recevez le mail de Chronopost ou je ne sais quelle autre boîte qui vous dit votre colis vient de partir. Et entre les deux, vous me devez 3,50 € pour la livraison parce que ce n'était pas prévu. Voilà. Et je récupère 3,50 €. Vous avez l'usurpation d'identité. Alors là, celle-là, c'est la plus compliquée à gérer. C'est-à-dire les gens qui vous piquent votre identité sur Internet. Et ça, c'est très compliqué. On en a de plus en plus. Parce que c'est devenu tellement facile. Voilà. Et l'usurpation d'identité, il n'y a pas que l'usurpation d'identité. Il y a aussi énormément de phases d'usurpation que l'on peut voir. J'ai vu des gens réellement... Je ne devrais pas en parler là, mais dans des détresses phénoménales. Parce que l'usurpation, on sait faire énormément de choses. Avec un tout petit peu comme ça, comme je parlais de la manipulation psychologique, quand vous avez quelqu'un qui veut foutre la grouille dans un couple, Internet, mais c'est un boulevard. Voilà. Et on arrive à séparer les plus belles choses de la vie. Et je peux vous dire que c'est vraiment dommage. Quand on voit les résultats, il y en a certains qui sont vraiment cassés derrière tout ça. Donc si vous avez des enfants, si vous avez des gens qui sont jeunes, ou si vous avez des couples à côté de vous, dites-leur quand même de se méfier. On parlait tout à l'heure des réseaux sociaux, on parle aussi des comportements, on parle de plein de choses. De réellement, et on le verra après avec le bravo, parce que quand même je vais vous applaudir, moi, parce que vous ne m'applaudissez pas, qu'il y a un bravo quand même sur l'informatique. Donc après, justement, l'exploitation des réseaux sociaux et des plateformes en ligne. Donc il y a l'hameçonnage, ce qu'on appelle le catfishing, c'est-à-dire la création de faux profils pour manipuler des utilisateurs. Alors ça, je vous rassure, ça va certainement disparaître, on commence à en parler. Le législateur en parle enfin de supprimer l'anonymat sur Internet. C'est-à-dire d'avoir que des comptes vérifiés. Les faux avis et les manipulations d'opinion, donc publication d'avis frauduleux pour influencer la réputation d'une entreprise. Comme on le voit depuis tout à l'heure, vous voyez que techniquement, il n'y en a pas beaucoup. Le reste, après, c'est comportemental. Vraiment. C'est ce qu'on fait sur Internet qui nous pose problème. On a vu qu'avec les virus, il y avait que les 5 du début. Là, ça fait la 4e page où je vous parle finalement de publication.
Le cyberharcèlement, c'est des insultes, des menaces ou des intimidations en ligne via des commentaires, des emails. Parce que je peux me bloquer derrière une machine et je peux faire ce que je veux de temps en temps. De temps en temps. C'est pas obligatoire. Mais là, ça, c'est... Il y a des gens qui le vivent en permanence. Moi, j'ai eu le cas de la petite fille qui s'est suicidée, était d'une amie de ma fille. La petite qui s'était suicidée à côté de Paris parce que c'était du cyberharcèlement. Et le cyberharcèlement, c'est devenu le racket d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui sont harcelés. Alors, on le prend tranquillement, mais maintenant on divulgue n'importe quelle information, n'importe où et dans n'importe quelle condition. Dans certains cas, attention, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la bienveillance, il y en a peut-être 70, 80, 90%. Mais les 10% qui vont rester vont être vraiment très très forts. Le doxing. Alors là, ça c'est la pire. Parce que c'est très rare, mais quand ça arrive, c'est calamiteux. C'est la publication d'informations privées d'un individu pour lui nuire. C'est-à-dire des informations médicales. C'est-à-dire des informations sur du casier judiciaire. C'est des informations sur beaucoup de choses qui peuvent vraiment plomber la vie de quelqu'un. Voilà. Après, vous avez les fraudes financières. On en avait déjà parlé. Donc là, je pourrais presque laisser la parole à certaines personnes. Les faux investissements, les promesses de rendement irréalistes pour voler de l'argent. Encore une fois, on est sur de la manipulation. Hein. On n'est pas là, on n'est pas sur autre chose. L'arnaque aux crypto-monnaies. Alors là, bon, après, je ne rentrerai pas dans le détail de ça. C'est des faux portefeuilles ou des faux projets d'usurpation d'identité pour soutirer des crypto-monnaies. C'est-à-dire que la crypto-monnaie, c'est ni plus ni moins qu'un fichier sur un ordinateur. Si je chope le fichier plus la clé, l'argent, il est à moi. Bon, il ne faut pas oublier non plus qu'un bitcoin, maintenant, ça vaut 100 000 $, hein, ou pas loin. Maintenant, beaucoup moins, mais ça vaut 80 000 $ un bitcoin. Des faux chèques ou paiements. On envoie des chèques frauduleux ou de paiements illégitimes. Ça existe. J'ai envie de faire quelque chose, hop, je vous fais des virements comme j'en veux, alors en veux-tu, en voilà, moi. Il suffit que j'usurpe finalement tout le truc d'une banque, je vous fais ce que je veux. Maintenant, on est capable d'imiter n'importe quel support papier, ou on est capable d'imiter n'importe quel support numérique. Après, vous avez l'espionnage et les attaques ciblées. Bon, ça, là, il faudrait vraiment que vous soyez le FBI. Mais ça existe. L'APT, l'Advanced Persistent Threats, c'est-à-dire des attaques prolongées contre des institutions ou des entreprises pour des raisons économiques, politiques ou stratégiques. Ça, c'est ce que je fais tous les jours. Vous voulez que je vous donne des chiffres? Ceux-là, je peux vous les donner. On est passé en 2023, je suis arrivé le 3 juillet 2023 à l'hôpital de Périgueux. On avait tous les jours 400 attaques, ce qui était déjà énorme. On est à 137 000 par jour. Et qu'est-ce qu'on veut aller chercher? Alors, 137 000, toutes confondues. Hein. Mail, etc. Et beaucoup de choses. Hein. On a du mail, on a de la tentative directe, de la tentative indirecte. En plus, on est protégé, nous, déjà, par le FAI qui est Orange. On a beaucoup de barrières avant d'arriver chez nous, 137 000. En période vraiment bien blindée, 137 000 par jour. Donc ça veut dire que, pourquoi on veut ça? Pour des raisons économiques. Si on arrive à attaquer l'hôpital de Périgueux, qu'on lui crypte tout, et qu'on lui dit, monsieur, si vous voulez récupérer les données médicales de tous les gens qui sont passés depuis 20 ans dans votre hôpital, va falloir nous signer un chèque de 30 millions d'euros. Vous réfléchissez. Sauf si c'est un faux code qu'on vous donne, hein, ce que je disais tout à l'heure. Parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir le récupérer. Donc au quotidien, c'est vrai que ça va, j'ai appris la zen attitude. Hein. J'ai appris à faire du yoga. Et surtout, j'ai appris à dormir, parce que sinon, vous ne dormez plus. Passez votre temps sur les consoles, passez votre temps à regarder, passez votre temps à chercher ce qui va bien, voilà, ce qui ne va pas ou ce qui va se passer. Je parlais tout à l'heure de savoir ce qui va se passer dans 5 ans. Je ne vous souhaite pas d'en arriver là. Voilà. Mais c'est vrai que la sécurité informatique, pour l'instant, c'est quelque chose qui n'est pas de tout repos. Il ne faut pas croire. On va se coucher le soir tranquillou, en se disant demain matin, je vais arriver pénal. Non, non. Quand il y a quelqu'un qui vous envoie un mail frauduleux, ou que vous savez que c'est passé au travers de tous les systèmes et que c'est arrivé dans la boîte quand même, là, vous commencez à vous poser des questions. Voilà. Donc après, il y a la surveillance non autorisée. Alors celle-là, que dire?
C'est une arme à double tranchant. L'espionnage via des caméras, microphones ou logiciels malveillants. C'est-à-dire que moi, je veux protéger ma maison, j'ai une caméra. Ok, mais ça veut dire que celui d'à côté peut en avoir une. Et donc me surveiller aussi. Récupérer des informations privées, récupérer des conversations, récupérer des choses qui sont à moi et qui m'appartiennent. Ça s'appelle la violation de la vie privée. Mais par contre, c'est tout à fait autorisé. Voilà. C'est autorisé? Bah bien sûr, vous pouvez mettre une caméra devant chez vous. Et quelqu'un qui va se promener, vous avez par exemple, je vais vous donner un truc tout bête, attention, ça n'est qu'une imagination. Hein. Vous avez un chemin devant chez vous qui vous appartient, mais qui est une servitude de passage. Mettez une caméra. Vous avez des randonneurs qui passent. Ce que les personnes sont en train de faire et ce qu'ils disent, vous allez le savoir. On a des gens qui, en France, épient par drone. Vous avez des gens qui épient par caméra, vous avez des gens qui épient par drone, vous avez des gens qui... Voilà, après, attention, c'est pas tout le monde, et puis ça n'arrive pas tous les matins, et puis c'est pas... Mais ça arrive. Voilà. Comme on disait tout à l'heure, c'est d'aller chercher les informations, c'est celle-là. On l'a vu là, c'est ça. Comment on les a, celles-là? En bas, les doxés. Voilà, quand je vous disais que c'est grave, c'est que ça peut aller loin. Après, bon, bah, les contenus illégaux ou illicites, alors ceux-là on rigole, parce qu'il y en a certains qui se les envoient par SMS. Hein. C'est assez rigolo d'ailleurs, la diffusion de contenus inappropriés, pornographie, discours haineux, propagande terroriste, vous en avez qui se les envoient par SMS. Donc bon, et par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière tout ça, vous pouvez avoir aussi des trucs qui ne sont pas gentils du tout. Hein. Derrière ces trucs-là, vous avez des codes. C'est-à-dire que même dans une image, je peux mettre un programme. Donc vous pouvez recevoir une image qui va vous viruser votre téléphone. Et la fameuse question que j'avais eue de la part de Stéphane Roudier, c'est le dark web. C'est-à-dire l'activité illégale comme la vente de drogue, d'armes, de données volées. C'est quoi le dark web? Vous avez entendu parler du dark web ou pas? Vous avez entendu parler? Vous ne savez pas ce que c'est que le dark web. Donc j'avais eu une définition, Stéphane, je lui avais dit, en fait, le dark web, en fait, ça n'est pas un autre Internet. On ne peut pas avoir d'autre Internet. Faire rouler une voiture entre Condat et Périgueux, je suis obligé de passer par la route. Je suis obligé d'avoir une voiture. Maintenant, cette voiture, elle peut être homologuée ou pas homologuée. Cette voiture, elle peut avoir une existence administrative, on s'entend, c'est-à-dire avoir une plaque d'immatriculation, être reconnue, ou alors ne pas en avoir, et puis être totalement invisible, entre guillemets, administrativement. Le dark web, c'est un peu ça. Je vais utiliser les réseaux, je vais utiliser Internet, qui est quelque chose de normé, comme je vous l'explique depuis tout à l'heure. C'est logique, c'est mathématique, c'est cartésien. Et bien là, eux, ils dérivent ce fameux système cartésien. C'est que pour deux machines se parlent, il faut qu'elles aient le même code. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que si une parle en français, il faut que l'autre parle en français pour se comprendre. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, en fait, qu'est-ce que font les gens du dark web? J'ai mon réseau Internet qui va se représenter un peu comme ça. Hop. C'est ce qu'on appelle les réseaux en étoiles. Hop. Tout ça, c'est des fils. Là-dedans, je passe des 0 et des 1. La lumière, ça s'allume, ça s'éteint. Ça s'appelle la fibre optique. Et c'est encore des 0 et des 1. C'est mathématique. Ici, je dis, Internet Explorer, il a une norme. C'est-à-dire que le codage d'Internet Explorer, il est le même et il est compatible à tous les sites web définis dans le monde. Je peux, avec mon navigateur Internet, interroger tous les sites web du monde. Licite. Maintenant, s'il m'arrivait, moi, de vouloir, je n'ai pas envie que les gens sachent ce que je fais sur Internet. Je vais mettre un serveur ici, Internet. Je vais me le mettre là. Et ici, je vais mettre une machine. Et je vais me développer mon propre site web. Donc, au lieu d'avoir HTTP, je sais pas quoi, je vais faire le HTTPE. Je vais m'inventer mon codage. Et je vais me coder mon site internet, qui ne sera pas visible
d'un Internet Explorer de n'importe où, là. Ou d'un Edge. Il ne sera pas visible, puisqu'il est codé avec mon EX. Alors que là, c'est E. Et lui, je lui dis, bah écoute, pour lire du EX, toi, tu sauras le faire. Eh bien, je crée, en fait, une zone que moi, je vais pouvoir lire, mais pas les autres. Et donc, je crée, bah, finalement, sur ma zone, la définition que j'avais donnée à Stéphane, c'est un peu les caves du 93. C'est des caves de cité, ça existe, mais on n'y va pas. Nous, on n'y va pas. Par contre, il y en a d'autres qui ont les clés, qui savent où elles sont, qui savent ce qu'il y a. Et bien, le dark web, c'est un peu ça. C'est-à-dire que finalement, c'est un réseau Internet dans le réseau Internet. Qui, en général, quand on ne veut pas que ça se sache, c'est pas pour s'envoyer des mots d'amour. Ou alors, c'est que le beau-père est jaloux. Enfin, moi, je sais pas. J'en ai connu des beaux-pères jaloux. Le dark web. Donc, en fait, on peut détecter le dark web. Comment on peut faire? Ben, c'est tout simple. Hein. En fait, au niveau du réseau Internet, j'échange quand même des données et des trames. Mais le problème, c'est que je vais voir passer des choses que je ne sais pas lire. Donc, je ne saurai pas quelles sont les informations qui passent. Ça a été aussi le même système avec la messagerie Telegram. Puisque finalement, qu'est-ce qu'a fait Telegram? Il cryptait les messages depuis son site pour les envoyer vers les téléphones. Ce qui fait qu'au travers d'Internet, les messages n'étaient pas lisibles. C'était une forme de dark web. C'est comme ça d'ailleurs qu'on l'a arrêté gentiment à la descente de son avion. Et on lui a demandé gentiment de nous expliquer comment faire. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu laisser un dark web officiel. Voilà. Bien que, et c'est là que ça va être compliqué, et je vais vous poser cette question, et j'aimerais que vous y réfléchissiez, c'est que finalement, pour me protéger mes données, il faudrait que je me fabrique mon dark web. Et au quotidien, quand je suis dans la société, je me fabrique mon dark web. Mon jardin secret, il est à moi, il n'est pas aux autres. Ma connaissance, ma vie, mes données, elles sont à moi. Quand elles sont dans un tiroir, personne ne les voit, seuls les gens à qui je les présente. Alors c'est vrai que c'est compliqué d'expliquer qu'on est obligé de se normer tous les uns les autres, qu'on est tous obligés de parler la même langue sur Internet. On est tous obligés d'utiliser les mêmes protocoles, les mêmes choses. Donc on standardise au maximum. Donc le dark web, c'est tout simplement, pour avoir des activités illégales, on peut en avoir sur Internet. Mais il ne faut pas que ça se voit. Donc il faut que je sois hors norme. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est la face noire d'Internet. Donc le dark web, parce que c'est la face sombre. Voilà. Ce qui s'y passe, c'est pas terrible. Donc là, on a les menaces émergentes dans 4 ou 5 ans. On a les deepfakes. Alors c'est quoi les deepfakes? Bon, on en voit tous les jours. C'est Macron qui va chez le coiffeur avec Brigitte qui le coiffe. C'est ça. C'est du deepfake, c'est des vidéos truquées utilisées pour manipuler ou discréditer. Mais ça peut être aussi des images, ça peut être des textes, ça peut être de la voix, ça peut être beaucoup de choses maintenant. Parce que comme je vous l'ai expliqué, tout est numérisé. Et du numérique, on manipule comme on veut. Des attaques sur les objets connectés, l'IoT, Internet over Technology, c'est quoi? Demain, moi, si j'ai envie de faire couler le café chez vous, j'ai juste à savoir quelle cafetière vous avez. Maldo. Donc, piratage d'appareils connectés, caméra, thermostat, voiture. Alors ça marche vachement bien avec les Tesla. D'ailleurs, il y en a certains, ils arrivent avec des téléphones sur les parkings. Hop, laquelle je veux. Hop, la voiture vient à lui. Le voleur n'a même plus besoin d'ouvrir la porte. La porte s'ouvre toute seule. Non, je plaisante en allant jusque-là, mais oui, ça peut. Ça peut. Ça peut, parce que justement, comme je vous l'ai expliqué, tous ces codes sont duplicables. Tous ces codes sont décryptables. Voilà. Après, il y a justement l'attaque via l'IA. Alors là, c'est que l'intelligence artificielle, c'est vachement gentil, mais ça permet de faire plein de calculs. Ça permet de développer énormément de choses, d'aller chercher des données partout dans le monde. On l'a vu. Et chaque personne qui poste sur Internet, qui échange sur Internet, qui a un comportement sur Internet, donne des informations à Internet.
C'est ce qu'on appelle le big data. Et le stockage de ces données permet quoi? Ben, ça permet de créer une intelligence. Quelle est notre intelligence à nous, hommes, humains? Ben, c'est notre compétence, c'est notre vécu, c'est ce qu'on est capable de faire, mais c'est notre apprentissage quand on était petit. C'est comment on nous a éduqués, comment on nous a fait grandir. Et bien là, l'intelligence artificielle, c'est exactement la même chose. On a des millions de gens qui regardent des images pour certains trucs en disant « ça c'est du feu, ça c'est du feu, ça en est pas, ça c'est du feu, ça c'est de la poussière et pas de la fumée, ça c'est... » Voilà. Et on apprend aux machines à faire la différence. Donc imaginez que tout ce qu'on leur apprend, ça soit pour balancer des campagnes de tout ce que je viens de vous dire là. Automatiquement, ça le fait tout seul. Juste appuyer sur un bouton, ça attaque 8 milliards 200 millions de personnes dans le dixième de seconde. Donc maintenant, où on va? Point d'interrogation. C'est-à-dire, est-ce que nous, on continuera à rester dans ce mode de fonctionnement qui est celui d'être interdépendant avec le réseau Internet, avec la technologie et le numérique, ou on va trouver une autre méthode à nous, où on s'interface, et là c'est le cas de le dire, on s'interface réellement avec la technologie, avec le numérique, et avec cette fameuse gouvernance cyber. C'est-à-dire comment on va maintenant, pas s'imposer, mais avoir ce que je vous disais tout à l'heure, notre dark web à nous. Sauf que nous, on va l'appeler le Secret Garden. Voilà. Comment on a notre indépendance sur ce fameux réseau ouvert. Donc, comment on se protège de tout ça? Ah, le voilà le bravo. Alors, je vous dis bravo. Parce que vous avez tout compris. Eh bien, il faut avoir du bon sens. C'est ce que je vous dis depuis le début. C'est-à-dire que des attaques, finalement, attention, il faut relativiser ce que je vous dis. Finalement, dans tout ce qu'on a vu là, c'est beaucoup de manipulation, c'est beaucoup de psychologique, c'est beaucoup de comportemental, c'est beaucoup de nous qui donnons l'information. Moins qu'on vient la chercher quand même. Donc d'avoir du bon sens. Comme je vous ai dit, j'ai un vidéoprojecteur Panasonic, je n'irai pas le chercher chez Yamaha. Parce que Yamaha, lui, ce qu'il veut, c'est que Panasonic, il ait moins de clients. Donc, s'il peut le... Exemple. Et puis, il peut y avoir d'autres choses. Donc, d'avoir du bon sens. Toujours, quand je suis sur Internet, quand j'ai un outil numérique, moi, il y a des moments où j'y arrive pas. J'ai vécu une période de ma vie où c'est difficile de passer. J'ai du mal à réfléchir. J'ai du mal à avoir du bon sens. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je fais appel à un tiers pour m'aider. D'avoir du bon sens. D'avoir de la retenue. On le disait tout à l'heure. Pourquoi avoir de la retenue? Parce que d'insulter quelqu'un va l'énerver, va monter. D'avoir de la retenue, savoir se retenir, se contenir sur Internet. Parce qu'on ne sait pas où on est. Et on ne sait pas qui va regarder les informations et qui les comprendra. Donc d'avoir de la retenue, c'est se protéger. Je peux ne pas avoir de retenue dans la vie de tous les jours. Si j'ai envie de faire un barbecue avec un magnum de rosé avec juste un copain, c'est mon problème. Maintenant, j'évite de poster les photos sur Facebook. Surtout si mon patron est copain avec moi. Enfin, moi, ça va, c'est une patronne et puis je la vois pas souvent. Et puis je bois pas de rosé et pour l'instant, je n'ai pas le temps de faire des barbecues. Non, d'avoir de la retenue, de l'analyse. D'analyser les choses. Prendre un petit peu de temps d'analyser. De regarder, d'analyser et de regarder si cette fameuse cohérence, cette logique mathématique, elle est bien là. Voilà, d'analyser les choses, prendre ce temps-là d'analyse. Et si je ne comprends pas, si je ne suis pas capable d'analyser, je fais appel à un ami. Ça existe et il y en a plein sur Internet. De la visibilité, alors là vous allez me dire, mais complètement par jour. Il nous dit justement qu'il faut avoir notre secret garden à nous, et en même temps d'être visible. Ben oui, d'être visible. Parce que si je suis visible avec du bon sens, de la retenue, d'analyse, eh ben finalement, je vais donner ce que je suis. Et la visibilité, elle est importante. Pourquoi? Parce que si je ne suis pas visible, les gens iront chercher ce que je cache. Et ça, c'est 90%
de ce que les gens veulent savoir. Puisqu'Internet apporte, via Wikipédia, des informations sur tout, eh bien, il les apporte sur tout le monde. Donc, d'avoir cette visibilité, si je suis sur les réseaux sociaux, je sais avoir du bon sens, de la retenue, de l'analyse, d'avoir cette visibilité, c'est-à-dire de me montrer tel que je suis, ça ira. D'éviter d'avoir de l'exubérance. Si j'ai fait la fête avec des potes, avec un chapeau de clown et des cheveux verts, je vais éviter de le mettre en tête de mon réseau social. Voilà. Je le mettrai comme ça, où je vais montrer la photo à des copains sur mon téléphone, ça ira très bien. Et d'avoir de l'organisation. Pourquoi être organisé? Il faut structurer les choses. Si les choses ne sont pas structurées, comme je vous l'ai expliqué, vous êtes dans un système logique, vous êtes dans un système mathématique, vous êtes dans un système cohérent. Donc vous êtes dans un système organisé. Puisque informatique vient d'organisation. C'est de la structuration, c'est de ranger des fichiers, c'est de ranger des choses, de les mettre en cohérence et de les synthétiser. Donc, avec ce petit bravo là, bah, finalement, je vais éviter peut-être 80% des problèmes. Vraiment. Parce que je vais me mettre dans une phase qui va faire que je réduis l'angle d'attaque psychologique des fameux, tout ce qu'on a vu. Voilà. C'est surtout ne pas créer un angle d'attaque, créer une faille. Et comme je vous l'ai expliqué, la faille, elle est déjà dans la machine, on la verra après, donc ne pas la créer à l'angle humain non plus. Voilà. Il y a déjà trop de facilité à créer des failles dans la vie de tous les jours qui sont ouvertes sur Internet. On le voit sur certains maires, malheureusement, dans certaines communes qui sont avec des campagnes de dénigrement où ils n'en peuvent plus. C'est des associations, c'est dénigrer pour dénigrer presque des fois. Alors il y a du réel et il y a du faux. C'est bien ça le problème. Où va-t-on? Donc de garder le bon sens. Et d'essayer d'analyser, de regarder, d'être dans la retenue, d'être visible, justement, comme je vous disais, d'aller mettre l'information, d'aller poster l'information, et non pas d'être posté. Alors, pour sécuriser vos appareils, on a vu qu'il y avait des virus. Alors, vous mettez à jour vos logiciels, et surtout, vous les mettez sur les logiciels, sur les sites des éditeurs du logiciel. J'ai Windows, je ne vais pas aller chez Apple, quoi. Parce que là, voilà. Donc, installez régulièrement les mises à jour des systèmes d'exploitation, logiciels, navigateurs, applications. Ces mises à jour corrigent les failles de sécurité. Alors attention, vous avez plein de gens qui vont dire « Ouais, mais pas à jour, tu vas mettre des nouveaux spies, c'est Microsoft qui te pique tes informations. » Oui, je préfère que ça soit Microsoft qui me les pique qu'un mec sur le dark web. C'est-à-dire qu'à choisir entre la peste et le choléra, je ne sais ce que je choisirais. Maintenant, à choisir entre la grippe et le choléra, je pense que je prendrais quand même la grippe. Installer un antivirus. Pourquoi? Parce que ça va m'aider, ça va analyser les choses qui se passent, trouver des choses qui vont être incohérentes, du code qui ne rentre pas dans ce qui est déjà fait. Et on a énormément de systèmes qui permettent maintenant de bien analyser. Configurer un pare-feu. C'est quoi un pare-feu? C'est que dans ma machine, j'utilise un réseau, j'utilise le Wi-Fi, j'utilise l'Internet. Et donc, je véhicule de l'information. Et chaque chose, puisqu'on disait que les choses sont logiques, on a à l'intérieur des canaux qui sont destinés à certaines informations et pas à d'autres. Donc si, à un moment donné, ma machine se met à transmettre des informations sur un canal qui ne lui est pas destiné, le pare-feu va dire soit je coupe, soit j'avertis. Donc de bien configurer son pare-feu. Ça, il y a des professionnels qui vous le feront nickel pro. Chiffrement des appareils. N'hésitez pas à mettre des codes sur les téléphones. Si on vous dit que vous pouvez crypter un petit peu vos données, vos trucs, il y en a tellement sur les clouds et les machins, déjà que les gens, quand ils tombent sur votre téléphone qui est éteint, qu'ils ne l'allument pas comme ça et qu'ils regardent vos données comme ils en ont envie. Il y a déjà trop de problématiques. Protégez vos mots de passe, on en parlait tout à l'heure, vous avez compris que les mots de passe c'est important. Donc utilisez un mot de passe robuste, alors c'est vrai que c'est chiant. C'est ennuyant.
Désolé. Donc c'est vrai que c'est lourd, quoi, d'avoir 12 caractères minimum, en compte, des lettres majuscules, minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Je vous ai expliqué pourquoi, avec du bruit de force, je vous pète n'importe quel mot de passe trop facile. Activer l'authentification à 2 facteurs. C'est quoi l'authentification à 2 facteurs? Je fais un virement bancaire, on me demande de valider par ma banque avec un code que je reçois par SMS. C'est-à-dire qu'il me faut à la fois mes codes sur l'ordinateur, plus mon téléphone pour le valider. D'accord? Donc plus on vous demande du multifacteur, prenez ce multifacteur. Prenez-le, faites-le. Vraiment. Évitez la réutilisation des mots de passe. Bah ouais, AZERTY. J'évite de mettre AZERTY avec un A majuscule ou un A minuscule et de répéter et de le faire tourner en boucle. Voilà. Si même j'ai mes enfants qui connaissent mon mot de passe sur mon compte bancaire parce qu'il y a eu une manipulation, je rentre, je le change. Et si mon enfant il n'est pas d'accord, bah, je lui expliquerai que gentiment c'est mon pognon, pas le sien. Voilà. Et que la première chose dans un mot de passe, c'est d'avoir confiance en personne. Le mot de passe de certaines choses, il vous appartient. Utiliser un gestionnaire de mots de passe, ça existe, ça s'appelle des KEPAS, K-E-E-P-A-2-S. Ça s'appelle des KEPAS. Vous avez un système de fichiers qui vous permet de stocker vos mots de passe avec un seul mot de passe. Comme ça, si l'ordinateur est craqué, ils savent aller vous chercher le mot de passe. Alors, non, parce que pour craquer le mot de passe d'un KEPAS, il faut en avoir envie. Quand même. Donc, vous n'avez plus qu'un mot de passe à changer. Puisque c'est celui de ce qui vous crypte vos mots de passe, en fait. Bon retour et merci d'être venu. Merci. Bisous, bisous. Utilisez donc un gestionnaire de mots de passe. Après, pour être, et c'est ce qu'on avait dit, vigilant aux arnaques, reconnaître les emails et les phishing, faites attention à ce que vous lisez. Il y a des trucs, ça saute aux yeux. Des fautes d'orthographe, des ponctuations mal faites, un logo flou, etc. Justement, les sites officiels essayent de mettre des images haute def pour que ça soit joli, etc. Faites attention à tout ça. Vérifiez bien, comme je vous le disais tout à l'heure dans le Bravo, et ben en fait, analysez. Voilà pourquoi je vous disais le Bravo. Retenez-le, le Bravo. Vraiment, et faites-le fonctionner dans votre fonctionnement numérique. Ne partagez pas vos informations personnelles, même avec vos enfants. Code carte bleue, ça ne se donne pas. Ça se prête. Et seulement si elle est blonde et jolie. Non, je plaisante. Je plaisante. Non, un code carte bleue, on évite de le donner. Ou alors, franchement, on a vraiment extrêmement confiance. Quand on a à transmettre des données, on avait parlé il y a 4 ou 5 ans du transfert numérique. C'est-à-dire que oui, il y a des parents qui vont arriver en fin de vie et il faudra qu'ils transmettent ce numérique, les comptes en banque, les trucs, pour que les enfants s'en occupent une fois qu'ils ne seront plus là. Maintenant, tant qu'ils sont là, c'est à eux de le gérer. Donc on évite de passer les mots de passe. Voilà, on le dit aux enfants, on leur dit, nos enfants, notre femme, il y a des choses qui ne se donnent pas. C'est des informations qui sont personnelles et qui se gardent. Vérifier les URL. Qu'est-ce que c'est qu'une URL? C'est ce qui commence par HTTPS. Quand je tape une adresse dans la barre en haut. Donc de bien vérifier qu'il y a le HTTPS comme sécurisé et qu'il y a un cadenas dans la barre d'adresse. Pourquoi? Parce que ce site-là a été vérifié par un certificat SSL qui est un Secure Socket Layer qui nous permet en fait de venir chercher l'authentification de ce certificat et que le certificat est lié au site web. Quand je travaillais sur Clairvivre ou quand on est à l'hôpital, on a l'obligation d'avoir des certificats. C'est en fait une clé qu'on nous donne. Cette clé est envoyée par des bureaux type Veritas, VeriSign, il y a beaucoup d'instituts qui permettent justement cette sécurisation. Et en fait, pour l'avoir, ils vous téléphonent n'importe quand pour savoir si c'est bien vous. Vous avez des codes à donner qui vous envoient, etc. Donc il y a vraiment une recherche de l'identité de la personne. Donc, d'avoir ce HTTPS ne vous garantit pas 100% d'être propre. Parce que si je suis moi quelqu'un qui veut faire un site frauduleux, je peux le faire aussi en HTTPS. Mais en général, quand même,
quand les bureaux Veritas ou autres viennent à vous valider une adresse Internet, parce qu'elle est liée, le certificat est lié à un nom de domaine, etc., ils vérifient quand même énormément de choses, et pour arriver vraiment à les tromper, il faut vraiment aller le chercher. Donc vérifiez bien qu'il y a un HTTPS dans la barre d'adresse. Sécuriser les connexions en ligne. J'évite les réseaux Wi-Fi publics. J'évite d'aller me connecter chez McDonald's. Voilà. Ou alors, c'est que j'ai pas envie d'être vu. Voilà. Parler du dark web, souvent là que ça traîne. Parce que comme ça, au moins, on est tranquille. On n'a pas de point de connexion. Protégez vos réseaux domestiques. Changez vos mots de passe de box quand vous les recevez. Changez-les. Ça vous coûte quoi? Connectez sur la box, vous changez le mot de passe. Vous en mettez un à vous. Parce que même l'opérateur, il n'a pas à connaître votre mot de passe. Le mot de passe, c'est les 15. C'est la clé web. Ouais. C'est la clé web. Vous pouvez la changer, la clé web. Ben, vous connectez, vous changez votre clé web. Vous en mettez une autre. Et celle-là, vous la gardez pour vous. Comme ça, quelqu'un qui rentre chez vous, un copain ou un machin, j'en ai, ils prennent des photos des trucs. Attends, je me connecte pour aller. Non. Non. Non, ma box, c'est la mienne. D'accord? Si tu veux te connecter, c'est son. Non, je plaisante. Non, c'est ma box, c'est ma box. Voilà, parce que j'ai quelqu'un qui peut. Et ça m'est arrivé une fois, j'étais mort de rire à quelqu'un qui dit, mais c'était à Paris, il me dit, je n'arrive pas à comprendre, il y a quelqu'un qui s'est connecté sur mon Wi-Fi. Comment il a pu se connecter sur mon Wi-Fi? Il est connecté, sécurisé sur mon Wi-Fi. Là, je regarde, j'en sais rien, écoute, il me dit, bah attends, toi qui es machin, tu vas. Je vérifie sur sa box, le gars avait vraiment la clé web. Il était connecté. Vous savez comment il avait fait? Mon copain avait jeté le carton de la box. Et sur la box, vous avez la clé web. Et ben, le gars, il avait récupéré la clé web sur le carton, il s'était connecté à distance. C'était son voisin. Et comment on fait pour changer cette clé là? Bah, vous vous connectez sur l'interface de la box. Tout ça vous est expliqué sur le site d'Orange, SFR, Bouygues, partout. Vous avez ces clés-là. Justement, on en parlait tout à l'heure. Dans le Bravo, et de l'organisation. Parce que vous avez des tutos pour ça, vous avez des trucs en ligne. Quand on disait que c'était bienveillant, il y a des gens qui vous expliquent comment on change une clé web. Et c'est pas super compliqué de vous connecter sur l'interface de votre box, de rentrer dedans avec le fameux mot de passe qu'on vous donne. Et si vous n'y arrivez pas, vous avez des assistances 24/24 qui sont là pour ça. Limitez le partage de données. Limitez le partage des données. Limitez le partage de données. Il ne faut pas partager de données. On partage sa table avec des amis quand on les invite à manger. On ne donne pas les clés de la maison et la porte du frigo. Non. On partage uniquement, il y a des risques à partager avec des gens, on ne sait pas avec qui on partage ces données. Donc, ce n'est pas d'être paranoïaque, ce n'est pas de se surprotéger, c'est qu'il faut avoir un minimum de retenue aussi là-dessus. C'est-à-dire ne pas être trop empathique. Quelqu'un qui va vous demander de vous dépanner, oui, si c'est votre fils, votre fille, quelqu'un de votre famille ou autre en qui vous avez confiance, vous allez lui partager votre connexion. Maintenant, quelqu'un qui peut vous piquer les données n'importe comment, en vous foutant un aspirateur à tout ce que vous voulez, non, moi je ne le fais pas. Voilà. Les réseaux sociaux, on en parlait tout à l'heure, contrôler les paramètres de confidentialité, vous en avez. Vous avez les paramètres de confidentialité, allez-y dedans quand même. Vous avez des fois des trucs à cocher ou à décocher qui peuvent être pas mal. Évitez de partager des informations sensibles. Et ça, surtout, dites-le aux enfants. Surtout, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vos enfants, vos petits-enfants, dites-leur. Dites-leur. On ne donne pas la taille de sa culotte et on ne donne pas non plus l'endroit où on habite, où est sa chambre, quel est le code de l'alarme. Et non, non. Non. Voilà. On évite de partager des informations sensibles. Et surtout, même si on est en colère contre quelqu'un, on évite de l'écrire sur les réseaux sociaux. Quand on est en plein divorce, on évite de raconter les histoires qui ont pu se passer dans le truc, machin. Parce que si c'est pas vous qui allez le payer, c'est vos enfants, c'est votre famille, c'est des gens à côté. Voilà. Donc évitez de partager des informations. Voilà.
Ne publiez pas des informations personnelles comme votre adresse, votre numéro de téléphone, ou même votre planning. Évitez de dire demain, ou pendant 15 jours, je pars, vous dites que vous revenez de Casablanca. D'accord. Et si par contre, si vous partez à Casablanca, vous n'hésitez pas à m'appeler par contre. Moi je suis dispo, quand vous voulez. J'aime bien. Tout ce qui est au sud, là, voilà. Mais même au Pays Basque, hein, je suis prêt à partir demain matin. Il n'y a pas de souci. M'appelez quand vous voulez. Signaler les abus, ça aussi on ne le fait pas. Et ça, moi le premier. Voilà. Si je vois quelqu'un qui a un problème, j'essaye d'intervenir. S'il y a quelque chose qui est abus, qui a de l'abus, justement on parlait tout à l'heure de la médiation, des médiateurs. Il faut être un peu médiateur soi-même. On est dans un fil où il y a quelqu'un qui poste quelque chose qui ne va pas, plutôt que de récupérer l'information, de la détourner, de la remettre 2 fois plus fort, ben on dit, non, écoute là, ce que je viens de dire, c'est pas terrible, il faudra peut-être voir autrement. Voilà. Donc, signaler les abus. Et puis l'éducation et la sensibilisation, alors ça c'est pour tout le monde. C'est se former régulièrement, apprenez à reconnaître les cybermenaces, les phishing, les ransomware, les faux sites. Vous avez des sites qui vous apprennent ça. Vous avez ces informations-là sur Internet. Plutôt que de chercher ce qu'on voyait tout à l'heure dans le top 10 des websites, vous avez aussi des choses qui vous aident à vous former. Vous avez du e-learning là, pour tout ça. Comment on reconnaît les cybermenaces, le phishing, le ransomware, les faux sites. Si vous voulez qu'on vous aide là-dessus, moi je veux bien donner quelques trucs. Quelques petits trucs et astuces à la mairie de Condat, qu'elle vous les passe. Et puis il faut surtout en parler quand on est en famille, pas de tabou là-dessus. Voilà, quand on fait un repas de famille, tiens, il m'est arrivé tel truc, j'ai pas compris, pourquoi. Alors surtout ne pas écouter le tonton Gaston qui lui a découvert le téléphone la semaine d'avant, et qui a tout vu depuis la guerre de 39. Lui, par contre, il va vous trouver toutes les explications du monde. Non, par contre, avec le tonton Gaston qui n'a rien compris, vous regardez sur Internet comment ça se passe et ce qui vous est arrivé. Et vous apprenez à tonton Gaston à la fois à se taire et en même temps à se protéger de ce qui vous est arrivé. Voilà. Sensibiliser vos proches, c'est ce que je vous disais. D'en parler. Voilà. C'est par la communication que vous allez arriver et qu'on arrivera, justement, à améliorer tout ce système. Voilà, on va arriver finalement c'est en parlant. Et là où je regrette, c'est que sur une ville comme Condat, il n'y ait pas un club d'informatique. Qu'il n'y ait pas de temps en temps des gens qui se réunissent justement pour parler de tout ça. Parce qu'il n'y a pas besoin de gens comme moi. Là, ce soir, il y en a besoin parce que c'est mon activité au quotidien, et parce que je vous parle de ça, parce que c'est mon métier. Et encore, je ne sais pas tout, comme je vous le disais tout à l'heure. Il y a des choses que je ne sais pas et que je ne saurai jamais. Mais par contre, de se réunir, d'en parler, de trouver des solutions, parce que toutes les solutions du monde ne seront pas bonnes pour vous. Il faut adapter. Votre ordinateur est différent de l'ordinateur de celui d'à côté. Votre utilisation d'Internet sera différente de celle de quelqu'un d'autre. Et ça pourra aider nombre de gens à avancer. Donc pourquoi pas faire entre vous, de temps en temps, des petites réunions dans lesquelles, justement, vous parlez de votre comportement numérique? Pourquoi ne pas, à un moment donné, aller chercher les informations et vous les transmettre les uns les autres? Vous réunir autour de ça. Parce que c'est important, c'est le vecteur de demain. Et c'est surtout le vecteur d'aujourd'hui. C'est-à-dire que sans ça, maintenant, comment on fonctionne? Et surtout, comment on pourrait faire pour avoir de l'information? Je parlais tout à l'heure avec de Stéphane pour qu'il puisse nous expliquer peut-être, parce que ça, c'est plus lui qui aura la réponse de ça, de savoir pourquoi les institutions se numérisent. Maintenant, faites une déclaration d'impôt papier, vous. Déjà, il faut trouver un contrôleur des impôts. Et pareil aussi, je pense que la mairie de Condat n'est pas leader dans le truc, mais je pense pas. La numérisation, encore. Voilà. Sinon, il y a des gens, enfin si, ça avance bien. Il y a de la numérisation comme partout, mais
Vous n'êtes pas encore à tout dématérialiser. Vous avez des endroits, certaines villes qui ont tout dématérialisé, des institutions qui ont tout dématérialisé, et vous avez des gens de 90 ans qui sont obligés d'envoyer un papier à ces gens-là. Donc ils envoient une belle lettre avec une plume et l'encrier. Voilà. Sauf que, voilà. Et il y a des gens qui, j'ai encore eu le cas il n'y a pas bien longtemps, d'une dame qui me dit, mais j'ai envoyé 14 lettres. Mais, écoutez, elles n'ont pas été lues. Elle a envoyé 14 courriers, une institution. Voilà. Et l'intelligence artificielle n'avait pas été entraînée à lire. À ça. Réagir rapidement en cas de problème aussi, ça c'est important, vite réagir. Signaler les incidents en cas de cyberattaque, d'arnaque. Oui. Contacter tout de suite cybermalveillance.gouv, c'est ce que je vous disais ça marche tout pas à tout le l'heure. temps, ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois, ils se font attaquer aussi. Ah ouais, d'accord. Tout le monde s'attaque. Ça vous fait Moi, sourire? je l'ai fait, ça, et... Mais c'est la vérité. Non, il y a des fois, et ça marche pas parce que C'est très rare. il y a aussi des maintenances. Bon, en général, ça marche 90% du temps, mais ils ont de la maintenance, des fois ils les arrêtent, etc. Ce que je veux dire, c'est que de toute façon, si ça ne fonctionne pas, ça ne va pas fonctionner pendant 2, 3, 4, 5 heures, une journée. Donc n'hésitez pas, dès que ça refonctionne et que vous avez, de bien aller chez eux. Parce que c'est justement en communiquant ce qui vous est arrivé, en communiquant sur ça, que ça dissuadera certaines personnes de le faire. Et surtout, ça va venir enrichir la base d'intelligence artificielle bienveillante pour nous aider à faire du bienveillant et non du malveillant. Déconnectez vos appareils. Alors ça, surtout pour l'éco-design, ça. Surtout, arrêtez les machines. Arrêtez-les, les machines. Il n'y a pas besoin de les laisser en route. On les arrête, les box, c'est pareil, je pars en vacances, pas la peine que je laisse ma box. Sauf si j'ai un système d'alarme qui est connecté dessus. Bon. Ce que je veux dire, c'est que, sauf si j'ai un code. Bon, après, quand je dis ça, c'est, ça ne me viendrait pas à l'idée de laisser mon four en veille. Voilà. Donc là, c'est pareil, déconnectez vos appareils. Et arrêtez-les plus que de les mettre en veille. Alors c'est vrai, moi je suis le premier à ne pas le faire. C'est pas rigolo. Non mais toute la journée, il faut que j'ouvre et que je ferme des sessions. Donc c'est vrai que je vais éviter. Mais le soir, je coupe ma machine quand même.